Bonjour à toutes et à tous. Alors que la France battait les records de chaleur, le droit du travail a-t-il continué à surchauffer cet été? C'est d'abord à la Cour de cassation et en Conseil d'État que nous allons regarder si les clims fonctionnaient à fond. Intéressons-nous dans un premier temps au sujet du harcèlement. Intéressons-nous au cadre du rapport d'enquête interne comme moyen de preuve dans les cas de harcèlement sexuel ou moral. Dans ce type de situation, l'employeur a la possibilité de rédiger un rapport interne qui aura valeur de preuve au tribunal. Ce moyen de preuve est-il valable même lorsqu'il est incomplet? Dans le cas en question, l'avocat du salarié licencié en demande l'annulation. Il lui reproche que la durée de l'interrogatoire n'est pas précisée, que seules les plaignantes avaient été entendues, et enfin que les représentants du personnel n'avaient pas été impliqués dans le rapport. Il est débouté par la Cour de cassation. Elle considère que même incomplet, un rapport interne reste un moyen de preuve valable. Dans un autre arrêt du 29 juin 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation ajoute des précisions. Un salarié visé par une enquête pour harcèlement n'a pas à avoir accès aux pièces et aux dossiers recueillis pendant la procédure de sanction. Il n'a pas à être confronté aux collègues qui le remettent en cause. Il n'a pas nécessairement à être entendu en dehors de la procédure elle-même de sanction. Les pièces de l'employeur pourront et devront être fournies en cas de conflit au tribunal, mais pas nécessairement avant selon la Chambre sociale. Dans un arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation rappelle qu'un CSE d'établissement n'a pas à être consulté sur un plan s'il n'y a pas de mesures d'adaptation relevant de la compétence du chef d'établissement ou qui sont spécifiques à cet établissement. En l'occurrence, l'entreprise avait consulté le CSE central sur un plan de reprise du travail post-Covid. Ce plan ne prévoyait pas de spécificité locale dans sa mise en œuvre. Il n'appelait donc pas à une consultation de chaque CSE d'établissement. En cas de consultation d'un CSE, le délai prévu par un accord avec l'employeur prévaut-il sur la loi? Dans le cas en question, un CSE décide de recourir à un expert au dernier jour du délai convenu avec l'employeur pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. Le délai légal est de 2 mois. Ce délai s'imposait-il à l'employeur ou l'employeur était-il en droit de considérer que le CSE avait été normalement consulté? C'est la deuxième option qui est privilégiée par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Les délais légaux ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence d'accord entre l'employeur et les représentants du personnel. En cas de résiliation judiciaire d'un contrat à tort de l'employeur, la date de fin du contrat ouvrant droit à réparation est la date du jugement résiliation, selon l'arrêt du 22 juin 2022 de la Cour de cassation. Ce mode de rupture s'avère donc sans intérêt pour les CDD. En effet, leur contrat aura pris fin souvent avant le jugement, sauf à quitter l'emploi dès le manquement de l'employeur et à espérer un jugement favorable pour être payé des sommes dues. Une directive européenne de 2019 applicable à partir du 1er septembre 2022 est venue renforcer les informations qui doivent être transmises aux collaborateurs lors de son embauche. Les informations doivent être transmises avant la fin de la première semaine de travail. La recherche de reclassement d'un salarié déclaré inapte doit inclure les éventuels postes occupés par les intérimaires, indique le Conseil d'État le 19 juillet dernier, à condition toutefois qu'ils correspondent à des postes disponibles dans l'entreprise, c'est-à-dire des postes vacants attendant d'être pourvus. N'entrent normalement pas dans cette catégorie les contrats pour pallier à des absences temporaires des salariés, les contrats saisonniers et ceux liés à un accroissement temporaire d'activité. Dans ce dernier cas, toute la question sera sur le temporaire. Les vacances cette année, c'est également les lois sur le pouvoir d'achat. Le législateur a produit 2 lois, une loi sur le pouvoir d'achat et une loi très complémentaire de finances rectificatives. Examinons la loi sur le pouvoir d'achat. La première mesure est la prime sur le partage de la valeur ajoutée. Il s'agit ni plus ni moins que de la prime Macron post-Gilets jaunes qui se retrouve pérennisée. Cette prime est exonérée de charges sociales dans la limite de 3 000 € par année civile. Elle est portée à 6 000 € lorsqu'il existe un dispositif d'intéressement, ou dans les entreprises de moins de 50 salariés, de participation. Elle peut être versée trimestriellement. Le montant de la prime peut varier en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté ou même de la présence au cours de l'année. Elle peut être mise en place par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE. La prime est exonérée d'impôts et de CSG, CRDS pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC annuel. La prime sera par contre soumise au forfait social dans les mêmes conditions que les primes d'intéressement ou de participation. Ces primes devraient être déclarées en DSN et elles devraient apparaître sur le bulletin de paye.
Dans les autres mesures. Numéro 1. Les accords d'intéressement peuvent dorénavant être étendus jusqu'à 5 ans au lieu de 3 ans actuellement. La possibilité de mettre en place de l'intéressement sans passer par la négociation est étendue aux entreprises de moins de 50 salariés, sans représentant du personnel. Un déblocage anticipé de l'épargne salariale avant le 31 décembre 2022 est prévu dans la limite de 10 000 €. Cette faculté de déblocage anticipé ne s'appliquera pas aux fonds investis dans des entreprises solidaires, ni aux sommes affectées au plan d'épargne retraite. Numéro 2. Les branches auront 45 jours pour entamer des négociations sur les minimums conventionnels. Numéro 3. La loi met en place une déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 249 salariés. Numéro 4. Les pensions type pension de vieillesse, handicapés, etc. seront revalorisées de 4%. Numéro 5. Jusqu'au 31 décembre 2023, les titres restaurants pourront être utilisés pour acquitter en tout ou partie le produit de tout produit alimentaire. En complément de cette loi, une loi de finances rectificative a été votée. Elle complète la loi sur le pouvoir d'achat avec un certain nombre de mesures. En premier lieu, avec l'accord de l'employeur, les salariés qui le souhaitent pourront convertir en salaire les RTT non utilisés acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cette monétisation pourra s'effectuer par journée ou par demi-journée. Les RTT payés devront être majorés de moins 25%. Les sommes issues de ce paiement bénéficieront des mêmes exonérations que les heures supplémentaires. Les jours de CET ou de RTT des salariés en forfait jour ne sont pas concernés malheureusement par cette mesure. Deuxièmement, le plafond d'exonération d'impôt des heures supplémentaires, complémentaires ou des RTT passera de 6 000 € à 7 500 €. Troisièmement, le chômage partiel pour les salariés vulnérables au Covid sera réactivé pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023. Par ailleurs, le gouvernement va baisser la prise en charge de 70% du salaire brut à 60% du salaire brut à compter du 1er septembre 2022. Quatrièmement, le plafond d'exonération de la prime transport pour les salariés passe de 200 € par an à 400 € par an pour 2022 et 2023. Sur cette même période, le plafond d'exonération de la prime transport passe de 500 à 700 €. De plus, celle-ci pourra être cumulée sur la même période avec la prise en charge de 50% de l'abonnement au transport en commun qui est obligatoire. Enfin, toujours cette même année, et l'année prochaine, le plafond d'exonération du forfait mobilité durable passera lui aussi de 500 € à 700 €. Cinquièmement, le plafond d'exonération des titres restaurants passe à 5,92 à partir du 1er septembre 2022. Un nouveau protocole sanitaire est sorti. Le port du masque en entreprise est recommandé en cas de proximité importante ou de présence d'une personne vulnérable. Ce protocole rappelle que les personnes qui le souhaitent peuvent continuer à porter le masque si elles le souhaitent. Enfin, il indique que les personnes vulnérables doivent faire l'objet d'une attention particulière et d'un dialogue avec la direction. À compter du 1er août 2022, le SMIC est fixé à 11,07 € brut par heure et le minimum garanti passe à 3,94 €. Le SMIC mensuel brut passe ainsi à 1678,95 €. Voilà, c'est tout pour cet été. Je vous souhaite une bonne reprise et à la semaine prochaine.